Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Ils partagent avec leurs patients l'expérience de la souffrance psychique, de l'hospitalisation et des traitements médicamenteux. Les pairs praticiens en santé mentale sont une trentaine en Suisse romande, au bénéfice d'une formation validée par la Haute École de Santé de Lausanne. Alors, quelle est la particularité de ces soignants d'un genre nouveau? Qu'est-ce qu'ils apportent de différent dans l'accompagnement thérapeutique? Regardez ce reportage de Carole Effliger, on en parle juste après. À la clinique Belmont à Genève, on soigne les troubles alimentaires et la dépendance à tout type de substances. Ancien polytoxicomane, Claudio Pollio a fait de son expérience un atout professionnel. Il fait aujourd'hui partie intégrante du personnel soignant de la clinique. J'ai commencé il y a 10 ans à boire, donc j'avais à peu près 18 ans. Et puis j'ai passé 2-3 ans assez difficiles aux États-Unis. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je suis revenu à Genève. Donc là, je suis revenu vraiment pour faire un CFC, vu que c'est pas vraiment un programme qu'ils ont encore adapté aux États-Unis. Sur quoi? Dans le domaine du social. Dans le social. J'aimerais bien travailler avec des gens, et puis si moi je peux aider quelqu'un d'autre après que moi je suis aidé, ce serait magnifique. Ce serait parfait. Ah, de redonner aux autres, c'est Tu veux faire un peu ce que j'ai fait? l'humanité. Ah, t'as Moi, aussi fait... Voilà, moi ici je suis un ancien patient qui a fait une formation pour devenir soignant. Ouais. Du coup, ouais, c'est bien. Je pèse le pour 100. Tu fais une balance, c'est tout 100, la balance. décisionnelle. Et vraiment, c'est... Tu mets les avantages, Mais les inconvénients. mais même moi, ma manière d'être, ma manière d'être, tu vois... Marques aussi, je vois que tu marques aussi tes comportements. Ouais, je marque mes comportements, ce que je fais, les répercussions que ça a avec et sans. C'est génial parce que tu vois, moi, ça, j'ai jamais fait. Tu vois, et du coup, j'ai eu beaucoup plus de temps pour... Moi, avec mon trouble de l'attention, j'ai mis beaucoup plus de temps avant de me canaliser comme tu arrives à faire. C'est super. Bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir un coach qui me comprend, qui a vécu des situations similaires. Kiff, kiff. Kiff, kiff, Brigo. Mais vraiment... ouais, c'est grâce à ici. D'abord formé comme coach, Claudio est aussi titulaire d'un diplôme de père praticien qu'il a obtenu à la Haute École de Santé de Lausanne. C'est aussi toi qui es preneur. Le père, comme semblable, est un professionnel dont la particularité est d'avoir vécu lui-même la maladie ou l'addiction. C'est indéniablement un plus, ça c'est clair et net. Ça permet aux patients de pouvoir arriver dans ce lieu de soins en sachant, ben voilà, je peux m'adresser à cette personne qui vient d'un monde similaire au mien, qui est passé par là, qui sait de quoi je parle. J'ai souvent tendance à dire que c'est un peu un trait d'union, en fait, entre le monde des soignants et le monde des patients. Tiens, j'ai besoin d'un petit pipi. Merci. Au-delà de son rôle de confident et de coach, Claudio doit aussi assumer certaines tâches plus contraignantes pour les patients, comme celle du test d'urine. Un peu de papier autour. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je lui fais un test d'urine pour voir s'il n'a pas consommé, tout simplement. Et ça se passe comment avec les patients? Ils le prennent mal quand vous faites ça? Ça arrive. Surtout s'ils ont consommé avant. Ce qui arrive souvent? Ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, bien sûr. Si je regarde les bandettes, il est négatif. Voilà. Alors, du coup, on peut tout jeter. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Le père praticien apporte donc l'expérience du vécu utile à l'ensemble de la clinique. Mais son rôle de trait d'union n'a pas toujours été évident. Alors au début, ça a été très compliqué. On avait un mélange de content et peur. Peur qu'il y ait des écarts, peur qu'à des moments donnés, Claudio se perde entre son rôle de père praticien et ne pas tomber dans un côté copain ou ne pas utiliser un langage aussi de soignant. Oui, il y avait plein de peurs, de doutes, de tensions parfois à des moments donnés. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours donné l'espace pour visiter tout ça, pour comprendre tout ça, puis pour trouver ensemble les solutions nécessaires.
Aujourd'hui, Claudio accompagne Nico, un jeune homme souffrant d'alcoolisme, pour le confronter à son addiction. On appelle ça une exposition. Ah ouais, on dirait que la tentation. Oui. T'as vu ça? Ça va? Ça va. Ça te dérange pas? C'est chaud, hein. Le père praticien est présent dans chaque étape de la thérapie des patients. Putain, encore, partout, tu vois, on est envahi par ça. Vas-y, je suis là, chef, t'inquiète. Je suis là. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Du mal. Enfin, non, vous avez une envie, quoi. Ah, mais c'est normal, hein. C'est normal. Et te confronter directement à ça, tu vois, alors que ça fait un bon moment que... Parce que le problème, c'est que partout, maintenant, il y a de l'alcool. Ouais, c'est ça. Tu vas acheter dans un bureau de tabac, il y a de l'alcool. Ouais, Du coup, il faut que tu sois conscient que tu auras ce problème souvent. Je sens que si je me balade encore tout seul comme ça, tu vois, directement, je me... Quoi, tu me fais comprendre, là, si j'étais pas là, t'aurais pris quelque chose à boire? voilà, Ok. exact. Du coup, on va Tendu, tu vois. On va arrêter l'expo et on va y aller. On a dû arrêter l'exposition parce que c'était trop difficile pour lui. Il n'est pas encore assez outillé pour surmonter ces épreuves qui sont très difficiles à vivre. De votre propre expérience, vous vous en servez pour les aider, leur donner des outils? Oui, souvent. En fait, je sens leur stress, tout simplement. En fait, leur non-verbal parle beaucoup plus que leur bouche. Du coup, on arrive des fois souvent à anticiper. Et c'est pour ça qu'on ne les laisse pas faire ça tout seul, qu'on les accompagne de A à Z de l'exposition. Sur les Hauts de Vevey, la maison Bethel accueille des patients souffrant de troubles psychiatriques sévères pour de courts séjours destinés au rétablissement. Nicolas, le père praticien que nous devions suivre dans son travail, a été forcé d'annuler sa participation à notre tournage. Hello les filles. Hello. Alors, mauvaise nouvelle, Nicolas va pas venir. Il est en arrêt maladie pour au moins 3 semaines, là. Bon, voilà, ça allait un peu moins bien ces jours. On voyait qu'il était un petit peu moins bien ces derniers temps. Ouais. C'était assez... qu'il était comme ça un peu pris par le stress avec tout. Le père praticien est un professionnel dont le travail consiste à parler au quotidien de son expérience de la maladie. Le stress émotionnel que ce travail peut générer pour le père praticien est une réalité à laquelle les employeurs doivent faire face. C'est son job de partager son expérience. Moi, je ne dois pas partager mon expérience de vie. Ça, c'est peut-être un stress. Et puis ça, je pense que c'est un gros challenge. Je ne sais pas si personnellement, j'aurais très envie de parler de mon cheminement tous les jours. En tant qu'employeur, c'est clair qu'il faut être conscient qu'il y a ce risque-là. Maintenant, voilà, c'est un risque qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, comme tous les risques. C'est une personne qui vit avec sa maladie chronique, et puis ça, on en est conscient, hein, puisque ça fait partie du jeu. Puis en fait, sa fragilité psychique, c'est sa force. Puis c'est sa force pour nous, c'est son atout pour nos patients, pour les personnes qu'on accueille, qu'on accompagne. Et c'est l'atout, pas que pour les patients, mais aussi pour nos équipes. Nicolas, il fait une petite rechute, comme quoi c'est du vivant. Hein. Aujourd'hui, le sujet abordé pendant le groupe de parole est justement la rechute de Nicolas. Il y a des hauts, il y a des bas. Il est un homme, et comme chaque personne a ses hauts et ses bas, et je pense que dans la vie, n'importe qui, ça peut arriver. Mais vu sa fonction, moi, ça me rendait quelque part, on va dire, jalouse de savoir qu'il s'en était sorti. Et puis que moi, je mets du temps. Et en fait, et c'est vrai, ça l'humanise. Je me dis, ok, alors c'est normal. Si j'ai des petites chutes, je trouverais ça plus normal. La première réaction, ça a été dommage. La deuxième réaction, bon, alors ça peut m'arriver demain. Et ça me rassure quelque part. Dans notre établissement, quelqu'un qui a déjà vécu, qui a... La présence de pères praticiens au sein d'équipes soignantes est encore relativement rare en Suisse romande. De bienveillance. Pourtant, l'ensemble des personnes interrogées au cours de ce reportage est unanime quant à l'utilité de leur travail. Pour introduire des pères praticiens dans une équipe, il faut une volonté institutionnelle et une volonté claire de la direction et des cadres, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Si la maison Bethel est convaincue par les services de son père praticien, d'autres institutions, publiques ou privées, hésitent encore à renouveler des contrats déjà existants ou tout simplement à se lancer dans l'expérience.
Bonjour Philippe Huglet. Bonsoir. Vous êtes médecin adjoint au service de psychiatrie adulte des hôpitaux universitaires de Genève. Vous avez été l'un des premiers à souhaiter l'intégration des pairs praticiens dans les services de soins en psychiatrie. J'aimerais avoir votre réaction à ce reportage. Est-ce que ça décrit assez bien ce que vous connaissez? Moi, je trouve qu'il décrit très bien la problématique, effectivement, avec la première partie où on voit cette personne tirer connaissance de son savoir expérientiel, comme on dit, pour aider un patient avec problème d'alcool mieux qu'on ne saurait le faire nous-mêmes, parce qu'on n'a pas vécu ce type de choses. Et dans la seconde partie, bien évidemment, malheureusement, le patient n'est pas là, mais on voit bien les choses qui lui sont attribuées dans ce foyer et la manière dont son rôle peut être inclus et compris aussi par les résidents. J'accueille aussi Yanis Maklowski. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes père praticien. Vous travaillez dans la recherche et la formation à la Haute École de Santé de la Source à Lausanne. Et puis vous êtes aussi président de l'association Repères qui regroupe les pères praticiens et puis qui vise aussi à promouvoir cette nouvelle profession. Vous, racontez-nous un petit peu ce qui vous a mené à faire cette formation, à devenir père praticien. Alors au départ, c'est un pur hasard dû à la RTS. C'est-à-dire que j'étais en train de reprendre pour la 4e ou 5e fois mon université et j'ai entendu à la radio parler d'une formation dont je ne comprenais pas le sens, c'est-à-dire père praticien, je ne comprenais pas le mot père, P-E gravère E, non. Praticien, ça voulait rien dire pour moi, et en santé mentale, moi je connaissais la psychiatrie. Mais ça m'a profondément touché parce que tout à coup, on a donné une valeur à mon expérience et ça a inversé mon regard sur ce que j'avais vécu. C'est-à-dire que jusque-là, depuis 6-8 ans, je me disais que ma maladie avait détruit mes études, m'avait détruit physiquement, avait détruit mes amitiés, ma vie sociale, ma famille. Et tout à coup, on me dit, ce que tu as vécu, non seulement c'est une force, c'est utile, et en plus, c'est une condition pour entrer dans cette formation. Si tu n'avais pas vécu ça, tu ne pourrais pas te présenter à cette formation. Donc, voilà, c'était un atout. Et ça m'a permis de changer complètement de regard sur ce long parcours, cette carrière dans la psychiatrie. Est-ce que ça a aussi changé le regard de votre entourage sur vous, sur votre maladie? Oui, je pense. Vu que ça a changé mon attitude, ils l'ont ressenti certainement. Et effectivement, la formation et puis ensuite la pratique professionnelle m'ont appris à capitaliser sur cette expérience, à en voir quelque chose de positif. Et du coup, je l'ai reflété sur mon entourage, je l'ai raconté à mon entourage qui a progressivement pris le même point de vue. Oui. C'est vrai qu'il y a une inversion du regard sur la maladie. Finalement, c'est parce qu'on a traversé ces épreuves, parce qu'on connaît la souffrance psychique, qu'on peut aider les autres, voilà, c'est la condition, comme vous le disiez, Yanis Maklowski. Est-ce que, finalement, ça change aussi peut-être le regard de la profession médicale sur la maladie psychique? Est-ce que, finalement, c'est plus juste l'ennemi à abattre, si je puis dire? L'ennemi à abattre le patient, donc? Non, la maladie. Oui, c'est clair qu'on a, comme on dit, un mur de verre entre les patients et nous, même si les soignants en psychiatrie sont gentils, ils veulent aider les patients qui sont en souffrance mentale pour essayer de faire en sorte qu'ils soient mieux, hein, bien évidemment, mais on a quand même des rôles qui sont attribués de par des traditions et qui, pour partie, ont un aspect relativement stigmatisant. Il y a le soignant et le patient, soignant de toute profession, hein, s'entend. Et le fait de pouvoir, pour les équipes de soins, notamment les infirmiers, voir des patients qui sont dans un autre rôle, dans une autre fonction, avec une autre responsabilité, ça peut leur montrer que voilà, la maladie mentale, même si on sait que certains patients s'en sortent, eh bien cette maladie, ces problèmes de santé mentale peuvent mener à un plus, qui est donc ce savoir expérientiel qui va permettre à certaines de ces personnes de devenir pères en santé mentale. Est-ce que vous, de devenir père praticien, d'intégrer des équipes de soins, ça vous a permis aussi de changer de regard sur la profession médicale? Est-ce qu'auparavant, vous étiez peut-être un peu en confrontation avec elle? Oui. Alors effectivement, je pense que j'ai été en guerre contre 95% des personnes qui ont essayé de m'accompagner et de m'aider dans le milieu. Et c'est pas forcément la formation qui a changé ce regard, mais c'est la pratique, c'est-à-dire de me retrouver dans une équipe et de pouvoir comprendre plus intimement et plus sincèrement qu'est-ce qui les menait à avoir telle ou telle attitude, à prendre telle ou telle décision. Ça
ça a changé mon attitude, ne serait-ce qu'en tant que patient, parce que je suis toujours patient. Certaines personnes n'ont peut-être plus de suivi, plus de traitement. Moi, j'ai toujours ce vécu au quotidien, de manière hebdomadaire. Et du coup, je pense que je suis plus tolérant vis-à-vis des personnes qui m'accompagnent maintenant. Ouais. Et c'est ça, c'est que vous restez patient également. C'est-à-dire que devenir père praticien, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus malade, ça veut dire qu'on vit avec la maladie. Oui. C'est quoi le rapport, en fait? On peut vivre avec la maladie sans être père praticien. Et pour moi, il ne faut pas que toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiques se disent si je ne fais pas père praticien, je n'ai pas réussi. Mais effectivement, c'est un prérequis pour pouvoir effectuer ce travail de manière convenable que d'avoir changé son rapport à la maladie et de le considérer effectivement comme une expérience valorisée. Et je pense que ça, c'est un aspect qui peut déranger aussi les équipes. C'est-à-dire que par notre simple présence, notre existence, le fait qu'on soit ancien patient, voire encore patient dans d'autres structures, mais maintenant aussi collègue et membre de l'équipe, ça remet en cause les perceptions qu'on a habituellement, justement soignant-soigné, avec une bonne distinction entre deux. Est-ce que le fait de devenir père praticien, c'est aussi utile pour la personne qui fait la formation dans son rapport à la maladie que pour les patients qu'ils accompagnent? Est-ce que c'est une forme de thérapie aussi, finalement? Alors, on va peut-être plutôt parler de la notion de rétablissement. Donc, les personnes qui souffrent dans la santé mentale, comme par exemple dans les cas de schizophrénie, commencent un trouble qui, malheureusement, est amené dans pas mal de cas à durer pendant des années, voire des décennies. Et plutôt que de parler de guérison, parce que la guérison, dans ces cas-là, malheureusement, donc, ne sera pas possible, on va parler de rétablissement. Et pour se rétablir, quelqu'un doit accepter ce qu'il ne peut pas faire et qu'il faisait avant. Mais il doit aussi pouvoir trouver des sujets, des réalisations dans sa vie, donner un sens à sa vie, dans des domaines donnés qui peuvent être très variés, mais parmi lesquels, effectivement, la promotion à un statut de père aidant peut contribuer. Alors, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué avec pas mal des stagiaires ou des pères aidants qu'on a eus, c'est qu'ils arrivent avec beaucoup d'idéal, ils se disent « Tiens, mais finalement, les soignants que j'ai eus, ils m'ont frustré, ils m'ont mécontenté par rapport à pas mal d'aspects, et moi, quand je serai père aidant, je ferai mieux. » Et puis, en fait, ils se retrouvent confrontés à un moment donné à la dureté de notre travail, et par moments, c'est pas toujours très compliqué ou très dur, mais à certains moments, c'est quand même difficile. On a des patients qui veulent pas qu'on les soigne, qui sont en refus, et en ayant cette activité, ils arrivent quelque part à désidéaliser les choses et à se remettre peut-être de manière plus harmonieuse en lien avec nous. Le rétablissement, c'est une notion centrale, je crois. Donc, on ne guérit pas forcément d'une maladie psychique, on vit avec. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous dites « je suis rétabli » ? Non. Pour moi, c'est une perspective, un regard qu'on porte sur la maladie. Et en fait, je trouve que l'idée de guérison et ce que ça véhicule, c'est-à-dire je me suis cassé la jambe, je suis en arrêt de travail pendant un certain temps et je reviens à la même situation qu'avant, pour moi, je trouve ça triste. Le rétablissement, ça peut aussi concerner le fait de se casser la jambe. C'est plutôt, je me casse la jambe, je vis des souffrances, des difficultés, un arrêt, et cette expérience m'apporte des connaissances, des savoirs, voire des compétences qui font que j'avance, qui font que quand ma jambe va mieux, je ne suis plus la même personne que j'ai été avant l'accident. Donc le rétablissement, c'est, vous dites, je ne me dis pas rétabli, c'est un processus aussi? Oui, c'est un processus qui, à mon avis, commence à l'âge de 0 minute 1 seconde, c'est-à-dire à la naissance, et se termine à la mort. Et ça concerne tout le monde. Ce n'est pas, à mes yeux, ce n'est pas propre à la psychiatrie. Toute personne a des forces et des faiblesses avec lesquelles elle doit composer et apprendre à vivre. Oui, si vous voulez, le rétablissement, ça dit deux choses. Ça dit d'une part qu'on va l'opposer à la notion de guérison, donc on va éviter la tyrannie de la guérison, parce qu'avant de placer ce concept comme étant central du rétablissement, on se disait si seulement je pouvais guérir mes patients. Or, comme on sait qu'on ne peut pas le faire, ça devient une tyrannie. Donc on se dit, on arrête de tenter de les guérir, comme une personne qui deviendrait paraplégique, elle ne pourra jamais remarcher. Donc plutôt que de se dire il faut guérir, on va accepter, faire un travail d'acceptation et de deuil de ce qui n'est plus possible de faire, pas ou plus possible de faire.
Ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante, parce que du coup, on peut dégager du positif de la démarche plutôt que de simplement être dans le négatif. J'arrive pas à soigner, à guérir. Et puis l'autre point qui est important, c'est ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, donc l'idée que les sujets qui sont souffrant de troubles mentaux perdent vite la capacité à maîtriser leur environnement, à être acteurs de leur vie. Donc, s'ancrer dans une démarche de rétablissement, c'est devenir le chef, le responsable de son destin. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement utile pour ces personnes qui sont tellement stigmatisées par eux-mêmes souvent, mais aussi par la société. Donc une démarche qui part de eux. Est-ce que n'importe quel patient psychiatrique peut devenir père praticien? Est-ce que c'est peut-être plus difficile quand on souffre de certaines pathologies que d'autres? Franchement, non, pas n'importe quel patient, malheureusement. Ces personnes qui deviennent pères praticiens peuvent être des exemples, des semeurs d'espoir, comme disait un psychiatre canadien. On est dans une démarche professionnelle qui est rigoureuse, qui est exigeante. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a des patients qui ont des problèmes extrêmement graves qu'il faut traiter avec tous les nerfs. Il faut avoir une certaine distance par rapport à son trouble, même si on en souffre toujours dans une certaine mesure. Et il faut avoir cette capacité de se lever tous les matins pour venir bosser, de supporter du stress qui parfois doit être assez considérable. Comme on le voyait dans le reportage tout à l'heure, cette personne responsable d'établissement qui disait « Moi, je n'ai pas à étaler mes problèmes à moi. » C'est aussi un stress ou une difficulté de devoir faire ça. Donc, c'est absolument pas donné à tout le monde. Je pense, comme le disait Yanis tout à l'heure, effectivement, je pense que c'est pas obligé de devenir père praticien. C'est certaines personnes qui auront cette possibilité. Mais comme dans la vraie vie, il y a des gens qui sont faits pour être journalistes, médecins ou autres, et puis d'autres qui ont d'autres talents ailleurs. Voilà. Je trouve qu'effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Et j'ai complètement perdu le fil de mon... Moi, j'avais une question à vous poser, en fait, parce que je vous demandais si, finalement, le trouble peut aussi définir la capacité, je ne sais pas, à aider les autres. Je ne sais pas si on souffre de schizophrénie ou de troubles addictifs, ou peut-être que c'est un obstacle. Vous, en fait, de quel type de trouble est-ce que vous souffrez? Alors, selon le DSM, donc la Bible de la psychiatrie, je pourrais entrer dans pas mal de catégories. D'accord. Où je suis passé par pas mal de catégories. Des problèmes d'addiction, d'héroïnomanie vers 18 ans, de dépression sévère dans l'enchaînement, puis ce qu'on appelle les troubles anxieux généralisés, phobie sociale, puis addiction à la cocaïne, etc. Donc, vous pouvez, en fait, vous connaissez différents troubles dans lesquels vous pouvez aussi aider d'autres personnes qui en souffrent. C'est un petit peu ça, l'idée du père praticien. Oui, j'encourage pas pour autant les personnes à se développer une schizophrénie ou un TOC. Non, bien sûr que non. Pour avoir cette expérience. Mais effectivement, alors personnellement, je vais me reconnaître dans différents types de situations assez facilement et beaucoup moins dans d'autres. Il y a même dans certaines situations où je vais mettre mes limites en disant, en l'occurrence, les questions de troubles du développement, donc les retards mentaux, je n'arrive pas à être dans une position de père praticien PAIR. Je me retrouve souvent dans une position de père, PE grave RE, et paternel, et je n'arrive pas à faire mon travail. Vous êtes dans quel objectif avec vos patients? C'est juste de l'accompagnement ou vous voulez les amener au rétablissement? Qu'est-ce que vous fixez comme objectif avec eux? Les amener au rétablissement, ce serait un peu prétentieux, je pense. Peut-être que je peux leur donner quelques pistes à explorer. Mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire l'empowerment, le pouvoir d'agir, c'est de leur dire... Prenez-vous en charge. C'est-à-dire que on perd son pouvoir d'agir, on perd sa capacité individuelle à gérer sa propre vie. Et je pense qu'en partie, c'est dû à la maladie et en partie, c'est dû à l'état de la psychiatrie actuellement. C'est-à-dire qu'en arrivant dans la psychiatrie, on nous apprend des tas de choses. On nous apprend à se mettre à nu devant n'importe qui. On nous apprend à accepter de l'aide, à dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide ». Et à certains moments, il faut aller à l'encontre. Il faut aussi se dire je peux apporter de l'aide à quelqu'un d'autre. Il faut aussi se dire
ce n'est pas forcément socialement adéquat de raconter ma vie à n'importe quelle personne que je croise dans la rue, ce qu'on a tendance à faire. Après 8-10 ans de psychiatrie, les gens se déballent à tour de bras. Philippe Huguelet, il y a encore très peu de pères praticiens qui pratiquent. Enfin, voilà, les 30 qui ont été formés ne sont pas tous engagés. Est-ce qu'il y a une réticence de la profession médicale à engager des personnes qu'ils peuvent voir, disons, comme pas tout à fait professionnelles? Est-ce qu'il y a encore une réticence à ce niveau-là? Je ne pense pas qu'il y ait une réticence, il y a plutôt une non-connaissance du problème. C'est vrai que le concept de père aidant est né dans d'autres contrées, plutôt au Canada notamment ou au nord de l'Europe. Les gens ne vont pas être contre, ils ne vont pas dire non, c'est nul, les pères aidants, en principe, sauf certains courants peut-être un peu trop dogmatiques. Mais, donc en pratique, il y a une certaine bienveillance qui se fait jour, qu'on essaie de mettre en place, comme on l'a fait, des pères aidants dans nos unités. Mais après, du fait de cette non-connaissance et finalement peut-être d'un certain flou dans la compréhension qu'on a du concept, les choses peuvent passer donc à l'indifférence. Et puis après, par rapport au précaré de chacun, il peut y avoir certaines réticences qui vont voir le jour. Dès lors que la mission d'incorporation de père aidant dans une structure ne serait pas guidée par quelqu'un d'informé. Après, il y a l'aspect managérial, enfin institutionnel. Ça coûte quand même une certaine somme. Vous savez comment on fait les budgets dans les grandes maisons, dans nos hôpitaux. Et voilà, qu'on essaie de mettre des postes en plus. On peut avoir ponctuellement des budgets pour des petits engagements, mais de là à pouvoir pérenniser un programme tel qu'un programme père aidant, on n'en est pas encore là, à ma connaissance, ni sur Vaud, ni à Genève. En 30 secondes, parce qu'on va devoir conclure, vous voyez rester longtemps dans cette profession, pérenniser votre rôle de père praticien? Pour moi, la profession et le changement qui va avec leur établissement est inéluctable. C'est-à-dire que ceux qui ne prennent pas le train en marche dans 10-15 ans seront juste un peu ridiculisés par l'histoire. Ça, c'est d'un point de vue global. Personnellement, je pense que le fait qu'on est en première ligne, c'est-à-dire que non seulement on doit utiliser son expérience, mais en plus, par définition, on a des vulnérabilités, des souffrances. Et je pense qu'on a un des boulots les plus difficiles qui soit. Et du coup, non, c'est pas forcément viable à long terme. C'est très épuisant. Merci beaucoup, messieurs, à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. Il y a tout juste 50 ans, la jeunesse révoltée s'élevait contre les institutions et s'éprenait de liberté. De San Francisco à Paris, de Genève à Berlin, la génération Peace and Love voulait changer le monde. Alors que reste-t-il de ces idéaux? Ont-ils vraiment changé la société? Réponse samedi prochain dans Faut pas croire, et d'ici là, portez-vous bien.